Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale de l'Union européenne, est souvent aussi le centre des activités politiques des Congolais. Aujourd'hui, nous venons d'assister à une conférence de presse donnée par la direction de la PARECO avec 3 orateurs. De quoi était-il question? Eh bien, il vous souviendra que 2016, c'est une année décisive pour la RD Congo. Pour ceux qui croient au processus électoral, il faut qu'il y ait des élections et que M. Kabila ne se présente pas. Mais la PARECO n'est pas dans ce schéma. La PARECO est dans un autre schéma. Mais dans son propre schéma, la PARECO voudrait aussi prendre part à l'accès au pouvoir. Comment la PARECO compte-t-elle accéder au pouvoir? Eh bien, suivez cela dans ce reportage que nous avons réalisé pour vous avec le général Kanabassau au Bruxelles Press Center. Et vous allez de vous-même entendre et vous donner un point de vue sur la procédure, la PARECO pour accéder au pouvoir en RD Congo en 2016. Avant que nous puissions commencer notre conférence de presse, je voudrais faire quelques petits rappels. Je commencerai d'abord par vous dire que c'est une conférence de presse et comme cela s'entend, nous donnerons priorité à la presse. Ça, c'est une chose. Nous avons choisi ces jours pour faire cette conférence de presse et comme vous voyez, nous avons fait venir les hauts cadres de la PARECO. À ma droite, à ma gauche, c'est la directrice de cabinet du président national de la PARECO, Madame Okeke Candide. À gauche de Madame Okeke, c'est le vice-président national et secrétaire général ad intérim de la PARECO, M. Ndala Wandala. Et à gauche de M. Ndala Wandala, le vice-président national, il y a M. Lomena Paulin, qui est le directeur adjoint du cabinet du président national de la PARECO, en charge des relations internationales. Je voudrais vous demander maintenant votre attention puisque nous allons commencer notre conférence de presse. Et c'est le vice-président national, M. Ndala Wandala, qui va commencer cette conférence de presse, qui va vous parler des origines et des véritables problématiques de la crise congolaise. Monsieur le journaliste, mesdames, messieurs, bonjour. Soyez la bienvenue à cette conférence de la PARECO sur le thème de la République démocratique du Congo, à la croisée de chemin. 2016, ça passe ou ça casse. Comme vous le savez, depuis quelque temps, la question de l'organisation de l'élection présidentielle, avant la fin de l'année 2016, agite la classe politique congolaise et intéresse la communauté internationale qui tente d'exercer la pression sur Joseph Kabila afin que ces derniers respectent le prescrit de la Constitution sur le nombre de mandats présidentiels et sur les délais des élections. Si on prend ces faits, nous considérons pour nous que tous les débats qui tournent autour de toutes ces questions, d'élection, du dialogue, etc., comme nul et de nul effet. Nous intervenons puisque nous avons la certitude que notre discours est aujourd'hui accepté par une grande majorité de Congolais. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire corps avec le peuple congolais pour que 2016 soit une année décisive, une année de grands bouleversements, une année de bons choix, une année où le peuple congolais ne se laissera plus distraire par de faux débats et de fausses solutions. Nous croyons, en effet, que notre vision est parvenue dans toutes les couches sociales de la société et a atteint un degré suffisant de compréhension chez nos compatriotes. Nous sommes donc convaincus que cette année sera décisive car le peuple congolais est prêt au combat.
ça passera ou ça cassera. Nous sommes ici pour adresser un message à la communauté internationale. Cette fois-ci, rien ne sera imposé au peuple congolais. Aucun schéma extérieur qui ne tienne compte de la volonté du peuple congolais sera accepté. Seul le peuple congolais décidera de son destin, de son avenir. Nous sommes également ici pour dire aux partis politiques traditionnels de l'opposition d'arrêter de faire la politique de l'Autriche, d'arrêter de conduire le peuple congolais vers une impasse, d'arrêter de distraire le peuple congolais par des débats stériles sur le dialogue, la constitution, les fichiers électoraux, etc. Nous sommes enfin ici pour dire que face à la problématique congolaise, il existe qu'une seule solution, celle de la révolution populaire. Notre position découle d'un diagnostic objectif de la situation générale du pays depuis l'agression, la guerre d'agression de 1996, dont la République démocratique du Congo a été victime. En effet, la solution de sortie de crise doit se fonder sur un bon diagnostic de la problématique du Congo. C'est une vérité politique et scientifique. La solution se trouve dans le diagnostic. Que devrait faire le Congolais? Existe-t-il un peuple au monde qui peut accepter une telle situation? Aujourd'hui, nous sommes convaincus que le peuple congolais a réellement pris conscience de la mesure du danger que représente réellement ce pouvoir d'occupation, d'imposture. Et c'est le résultat du travail acharné de Honoré Ngwanda et de la PARECO et de l'ensemble de la diaspora combattante qui n'ont jamais cessé de dénoncer ces complots contre la République démocratique du Congo et son peuple. Et fort de ce constat, il est évident que les solutions des élections ou du dialogue national ressemblent, je le disais, à un malade qui souffre d'un cancer mais à qui on soigne avec l'aspirine. En effet, les solutions de l'alternance du pouvoir basées sur les élections ont lamentablement échoué. Or, la République démocratique du Congo n'est pas un État libre. C'est un État vassalisé, assujetti par le Rwanda. La République démocratique du Congo a perdu sa souveraineté. Elle n'appartient plus au peuple congolais. Et toutes ces choses, la souveraineté, la liberté, le destin d'un peuple ne s'acquièrent pas par des élections. Alors, que faut-il faire maintenant? La République démocratique du Congo, aujourd'hui, est un pays sans État. Et toutes ces choses, la souveraineté, la liberté, le destin d'un peuple, ne s'acquièrent pas par des élections. Dans notre pays, d'ailleurs, les élections ont plutôt servi à consolider l'occupation et la domination étrangère. Raison pour laquelle nous demandons à nos compatriotes de ne plus se laisser distraire par de faux débats. Alors, que faut-il faire maintenant? D'abord, je remarque que la cohérence et la pertinence du discours de la PARECO démontrant concrètement les réalités inhérentes de l'occupation a fait mouche
au sein des populations congolaises. On l'a observé, d'abord on l'avait observé en 2006, rappelez-vous à l'époque de l'élection de Jean-Pierre Mbemba, enfin, de l'élection où Jean-Pierre Mbemba avait participé, avant même les élections. Moi qui vous parle, j'étais à Kinshasa, dans le cadre du travail de la Pareco, de manière clandestine, avec nos réseaux. Nous avons distillé les messages, preuve à l'appui, éléments à l'appui, démontrant que Kabila, je précise, n'a pas la nationalité congolaise, qu'il fallait le faire partir du Rwanda. Et lors de ces élections, vous avez constaté que la population chantait cette chanson, la chanson que Kabila devait rentrer au Congo et au Rwanda. Il en a été de même lors des élections de 2011 sur le travail de la Pareco. Et aujourd'hui, nous sommes confiants que ce discours a pénétré toutes les couches de la société congolaise. Il est donc important dès à présent, et c'est ce que la Pareco va faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Nous allons changer de braquet, pousser à l'accélérateur, mobiliser toutes les forces vives, afin de provoquer un électrochoc qui permettra d'asséner le coup fatal, qui mettra fin à l'occupation et tout son système en place. Nous sommes convaincus de la victoire. La Pareco sera au rendez-vous de l'histoire du Congo. Car la flamme de la révolution qui vient de s'allumer dans les esprits de Congolais, dans l'intérieur, ne s'arrêtera pas. Au contraire, cette flamme doit être entretenue. Et nous allons le faire par un discours mobilisateur patriotique. Nous allons mettre en place avec la population les conditions d'une alternative politique. Parce qu'il faut sauver ce pays en les libérant, en restaurant sa souveraineté. Le peuple congolais, effectivement, doit reprendre possession de son pays et de son pouvoir suprême. Nous allons intensifier notre campagne de sensibilisation. Nous allons sensibiliser sur le risque de confusion, des distractions, des atermoiements d'une certaine classe politique congolaise sournoise, fourbe, hypocrite, qui pue, corrompue, qui cherche et qui a toujours cherché à endormir le peuple congolais. Aujourd'hui, la vision de la Pareco, l'expertise, la constante, le discours du président national de la Pareco, son approche électrique sur la problématique de la RDC, montre qu'il est le seul rempart, le seul homme capable de faire face à la décadence programmée de la République démocratique du Congo. C'est le seul homme capable qui peut permettre à la République démocratique du Congo de recouvrer sa dignité, sa grandeur, ses lettres de noblesse dans les concerts de la nation. Voilà. Nous allons donc renverser ce pouvoir avec l'appui du peuple congolais. Il faut que le peuple congolais renverse ce pouvoir. Et nous nous y attelons et nous allons le faire. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, mesdames, messieurs, quelques éléments que nous avons estimés nécessaires pour que vous puissiez comprendre notre position. Nous sommes arrivés au tournant de l'histoire du Congo, mais vous devez le savoir, le Congo a besoin
d'un renouveau politique, d'un renouveau pour réformer la République, l'État et la nation. Ce combat est noble, ce combat est digne, car aucun peuple au monde, aucune nation, aucun pays ne peut ou n'accepte l'imposture à la tête du pays. Et c'est le droit des Congolais de faire en sorte que cela s'arrête une fois pour toutes. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Et le peuple congolais est prêt au sacrifice suprême. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. C'est à la fois un plaisir, mais c'est quand même dommage qu'on soit obligé de se retrouver pour parler d'autant de problèmes dans un pays qui pourrait être un pays où on pourrait au moins avoir un peuple suffisamment heureux de vivre, etc. Et on se retrouve dans une situation où on se demande où sont les personnes bien pensantes, les personnes intelligentes qui peuvent prendre les bonnes décisions pour ce pays, pour que les choses aillent mieux. C'est presque... C'est une honte presque pour toutes les personnes qui ont eu à avoir des responsabilités, qu'elles soient congolaises ou des personnes étrangères, qui ont eu à s'occuper de ce pays-là et que ce pays se trouve encore dans cette situation. Il est de l'intérêt de personne que le Congo reste tel qu'il est. Et donc, comme l'a si bien développé le vice-président, il est de notre intérêt à tous de nous poser les bonnes questions pour passer à autre chose dans ce pays. Moi, je vais vous parler essentiellement des preuves de l'occupation, parce que si on regarde justement dans la problématique de la crise congolaise, ce qui caractérise un peu la situation, ce sont des incohérences qu'on peut relever. Et systématiquement, on a du mal à trouver les bonnes réponses. On se dit, mais au bout de 20 ans, des millions de morts, comment se fait-il que ça continue? On entend toujours parler des femmes violées à l'Est, des personnes qui sont massacrées, etc. Ça continue. Pourtant, quand ils sont allés à Sun City, on nous avait dit c'était pour avoir la paix. Et pour avoir la paix, on avait dit aux gens, voilà, acceptez qu'il y ait un gouvernement de transition. On nous a parlé du 1+4. On nous a parlé d'un référendum constitutionnel. On nous a fait tout plein de schémas. Les Congolais ont dit oui parce qu'ils espéraient la paix. Parce que de toute manière, tant qu'on n'a pas la paix, il n'y a rien qui va. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours rien eu. Il n'y a qu'à regarder à l'Est. Pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec la SENCO qui accepte le dialogue, mais nous avons des religieux à l'Est qui disent qu'ils ne sont pas pour ce dialogue. Eux qui sont en première ligne de toute cette souffrance, ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres réalités qu'on est en train d'occulter. Et par rapport à ça, je veux d'abord vous parler des incohérences qui montrent que, effectivement, pour beaucoup de questions qu'on se pose en RDC, les réponses qui nous ont été données jusque-là ne masquent d'autres réalités. Et c'est pour ça, essentiellement, que jusqu'à présent, il n'y a toujours pas cette paix. On commence par l'imposture de Kanambe, celui qui se fait appeler Joseph Kabila. On a eu, au niveau de la presse, et pas des moindres, une personne qui était présentée comme une spécialiste de la RDC, qui, dès les premières heures de l'investiture de Joseph Kabila, enfin celui qui se fait appeler Joseph Kabila, avait relevé que sa mère était Tutsi. Madame Colette Brackman. C'était en janvier 2001. Quelques semaines après, jusqu'aujourd'hui, même quelques années plus tard, il semble que cette dame est devenue amnésique. Elle ne se rappelle plus de ce qu'elle avait écrit, dit. Pourquoi? Voilà une incohérence. Pourquoi à ce moment-là, M. Kabila, enfin celui qui se fait appeler Kabila, n'a pas porté plainte pour diffamation? Pourquoi d'ailleurs ne porte-t-il pas plainte pour diffamation contre toutes les personnes qui disent la même chose? En l'occurrence, la personne qui se trouve devant vous, toutes les personnes qui se trouvent devant vous, nous ne faisons que ça. Hein, nous sommes dans des états de droit. En RDC, ce n'est pas un état de droit, mais ici, quand même, quand quelqu'un dit des choses, on peut aller au tribunal et savoir pourquoi ne le font-ils pas. Son parcours est flou. Il y a plein d'incohérences. Vous trouvez une même personne qui va vous donner plusieurs... depuis qu'il est au pouvoir, on a pu relever, ne fût-ce que par rapport à sa naissance, il y a eu plusieurs incohérences.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de documents qu'on vous mettra sur le site, qu'on vous remettra, puisqu'on en a publié beaucoup. Mais pour ceux qui veulent avoir plus de détails, par exemple sur l'imposture de Kanambe, je préfère que vous référiez au site. Là, pour aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu brève et puis vous écoutez peut-être plus pour les questions. Mais voilà, on a suffisamment d'éléments là-dessus. Quand il dit qu'il a étudié à l'école française en Tanzanie et qu'on ne trouve pas sa trace là-bas, et quelqu'un qui a étudié à l'école française en Tanzanie, qui arrive en RDC, qui ne peut même pas parler, aligner 2-3 mots de français, c'est bizarre. École française quand même. Hein? Je n'ai pas besoin de faire un dessin, je pense que quand même on peut arriver avec un minimum de connaissances en français. Et pire encore, quand on ne trouve même pas votre trace là-bas, il y a des photos de classe, hein, des photos de... Il n'y en a pas pour lui. L'occupation est une réalité. Et ça tombe bien, nous sommes en Europe, nous sommes à côté des locaux de l'Union européenne. Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays, vous savez ce qui s'est passé sur ce continent. Est-ce que pour chasser l'armée nazie, on a été aux élections? Est-ce que quelqu'un comme Hitler pouvait entendre raison? Aujourd'hui, par rapport au schéma, d'ailleurs, c'est très bien que nous soyons ici, il faut vous rappeler une chose. Le Rwanda a été colonisé par les Allemands. Donc par rapport à d'autres pays africains, c'est l'un des pays qui a le mieux intégré probablement l'histoire de l'Allemagne, puisque ça leur a été enseigné. Quelqu'un comme Kagame, il est suffisamment empreint de ça, et il l'a démontré. Comment? Parce qu'il a pris le même schéma que Hitler. Hitler, quand il a commencé sa guerre ici, il a parlé des Sudètes, des Allemands qui étaient dans les Sudètes, et qu'il fallait protéger. Aujourd'hui, chez nous, le Sudète s'appelle le Kivu. On nous parle des Banyamulenge, en fait, des réfugiés rwandais qui sont là-bas, et qu'il faut aller protéger, soi-disant. Alors qu'en réalité, ceux qui meurent au rythme de 1000 morts par jour, ce sont les Congolais autochtones. Les Banyamulenge, ils ne meurent plus là. Kagame a reproduit le même schéma qu'Hitler. Aujourd'hui, quand on dit que Hitler a la peau noire, oui, on parle de Kagame, et à juste titre. Parce que le massacre qu'il est en train d'opérer en République démocratique du Congo, dans quelques années, on va se rendre compte que même la Shoah, le nombre de morts qu'il y a eu avec la Shoah, le nombre de Congolais qui sont décédés, les chiffres sont bien au-delà. C'est juste pour dire qu'après la Shoah, le monde avait dit, plus jamais ça. Mais ça se passe tous les jours aujourd'hui en RDC, sauf que ça se passe même au vu et au su de tout le monde. Donc, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous dis, j'espère vous avoir démontré au moins un petit peu. Je voulais parler des pillages et tout, mais on est un peu pris par le temps. On verra en fonction des questions. Et de toute manière, il y aura plein de documents qu'on va vous remettre sur le site. Et ça vous permettra aussi de vous rafraîchir ou en tout cas de vérifier tout ce qu'on est en train de vous dire. Mais je vais terminer sur un dernier point, sur la montée du terrorisme et le risque que représente la RDC aujourd'hui au niveau du terrorisme. Parce que nous n'avons pas d'État. Aujourd'hui, c'est une réalité. En 2010, la Pareco avait produit un document qui a été diffusé dans des réseaux un peu, pas parallèles, mais au niveau de certaines institutions, au niveau des réseaux de renseignement, etc., pour alerter le monde sur l'implantation de réseaux terroristes en RDC. Un pays riche comme celui-là, comment peut-on le laisser en pâture aux mains de personnes aussi irresponsables? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a le blanchiment d'argent en RDC. Il y a des réseaux terroristes en RDC. Il y a des recrutements d'enfants congolais à l'est de la RDC qui sont recrutés pour aller augmenter le nombre, les rangs des extrémistes islamistes, particulièrement à l'est. Parce que vous savez qu'à l'est de la RDC, il y a un peu aussi cette culture de l'islam et tout ça. Et on profite de ça, de ce terreau, pour en prendre des enfants congolais et les amener à l'extérieur. On a vu, il y a eu des déclarations par rapport à ça, puisqu'on a même au sein de l'ONU, de la MONUSCO, des casques bleus pakistanais qui ont participé à ces recrutements, etc. Il se passe des choses très graves en RDC. Ceux qui pensent que ça ne nuira qu'aux Congolais, mais ils ont peut-être pensé ça il y a quelques temps pour certains pays, jusqu'à se rendre compte aujourd'hui qu'il y a des réseaux terroristes qui commencent à opérer en Europe. Alors il est de l'intérêt de tout le monde de faire en sorte que ce pays se sorte réellement de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, parce qu'avec toutes les richesses que nous avons, vous pensez bien
que les premiers à vouloir sauter là-dessus, ce sont ceux qui ont besoin de se renflouer en profitant de la zone de non-droit dans laquelle nous sommes, où ils peuvent opérer plus facilement et pour arriver à leur fin. Et aujourd'hui, nous, la Pareco, nous l'avons déjà dénoncé depuis 2010. Ces réseaux sont déjà bien implantés en RDC. C'est une réalité. Moi, je vais plutôt essayer de parler d'un aspect de notre combat qui voudrait en fait mettre en lumière ce que nous avons fait en termes d'éveil de conscience et ce que cela a donné au niveau du pays aujourd'hui. Il ne sera pas intéressant, il ne sera pas vraiment nécessaire, vous conviendrez avec moi, je l'espère, de nous attarder sur cet éveil au niveau de la diaspora. C'est un fait indéniable aujourd'hui que les Congolais de la diaspora ont saisi la vraie mesure de la situation d'occupation de leur pays. Et cela a été par contre un peu plus laborieux, plus difficile, plus lent à le faire au niveau de l'intérieur. Et c'est cet aspect-là que je vais essayer peut-être d'épingler. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que à partir de la diaspora, que ce soit ici dans la diaspora, que ce soit aujourd'hui au niveau des populations congolaises de l'intérieur du pays, cet éveil du peuple a effectivement eu lieu et cet éveil est réel. Et que, à côté de cela, il y a aussi un phénomène qui est constaté, mais dont on ne parle pas souvent, c'est qu'il y a un vrai divorce aujourd'hui entre le peuple, surtout les populations de l'intérieur, avec le régime d'occupation et la classe politique congolaise qui, malheureusement, prétend travailler pour l'intérêt de ce peuple-là et pour son devenir. Tout observateur attentif de la scène politique congolaise devrait avoir noté, ces derniers temps, que les populations de l'intérieur ont fini par réaliser la vraie nature du régime, comme je le disais, et ses ambitions pour le devenir du pays. Les populations viennent de se rendre compte, en effet, et là, ça leur dépend, que ce régime, piloté par celui qui se fait appeler Joseph Kabila, mais comme cela a été rappelé ici de son vrai nom, Hippolyte Kanambé, que ce régime-là n'a pas vocation à travailler pour le bonheur et le progrès social du peuple congolais, le développement économique du Congo et l'instauration de la démocratie. Ce régime par nature est un régime d'occupation et nous n'avons cessé de le rappeler depuis le début de nos échanges. Aujourd'hui donc, ayant pris conscience de cette situation, les populations ont bravé la peur et décidé de mettre fin à la dictature dont le vrai visage apparaît enfin au grand jour. Et les signes de ce divorce se multiplient depuis 1 an. Je ne prendrai que cette dernière séquence de la dernière année, en fait, que nous venons de vivre. Vous vous souviendrez, mesdames et messieurs, qu'en janvier 2015, le pouvoir a tenté de modifier la Constitution et la loi électorale de manière à donner à Hippolyte Kanambé, quand je dis Hippolyte Kanambé, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce nom, là notamment je parle aux représentants de la presse non congolaise internationale. Donc Kanambé, ça sera Joseph Kabila pour vous. Donc je disais que depuis janvier 2015, le pouvoir a tenté de modifier la Constitution et la loi électorale de manière à donner à ce monsieur, cet imposteur, l'opportunité de se représenter pour un 3e mandat et pour retarder la tenue de l'élection présidentielle prévue pour le mois de novembre de cette année. Mais je rappelle effectivement que nous, la Pareco, ne sommes pas intéressés par ces élections dans leur ensemble, pas seulement l'élection présidentielle.
Mais puisque nous parlons de ce pays qui est le Congo, avec ses réalités, nous devons en tenir compte et en parler. Donc aujourd'hui, cette question d'élection est d'actualité. Voici pourquoi nous en parlons. Le peuple, dans un mouvement spontané, s'est levé comme un seul homme dans les provinces de la RDC, là je reviens toujours en janvier 2015, pour mettre fin à ses ambitions funestes. Cela n'a pas été sans peine et il a dû le payer par son sang. Le pouvoir sanguinaire de Kinshasa a sauvagement réprimé les manifestations, particulièrement les 19, 20 et 21 janvier, décimant des centaines de vies de nos compatriotes. Les fosses communes découvertes ça et là en RDC en témoignent, notamment à Maluku, à Kinshasa et au Katanga. Mais il y en a d'autres ailleurs aussi. Mais loin de les intimider et de les décourager, ces tristes événements les ont plutôt galvanisés. Aujourd'hui, tout événement donne à nos populations l'occasion d'exprimer leur ras-le-bol. Ainsi, au cours des derniers mois, les revendications sont devenues plus précises. À titre d'exemple, récemment, au cours d'une émission télévisée mettant face à face un sénateur du pouvoir, en l'occurrence M. Léonard Sheokitundu, pour ne pas le citer, et un parterre d'étudiants à Kinshasa, ces derniers ont dit sans détour tout le mal qu'ils pensaient du régime d'Hippolyte Kanambe. Le CHAN, c'est le championnat qui vient de se dérouler au Rwanda. L'équipe nationale congolaise, les Léopards, s'est retrouvée face au pays hôte, donc le Rwanda lui-même, pour se disputer une place de qualification en quart de finale. Les Léopards se sont imposés et ce fut une explosion de joie dans toutes les provinces de la RDC. À Kinshasa, la liesse populaire ayant drainé un monde énorme dans les rues et les attroupements se sont mués en manifestation contre le régime. Et cela a été fait de manière spontanée. Les gens se sont mis à chanter Kabila, Yebela, Manda et Sili. Quelques jours plus tard, les mêmes Léopards réalisent un autre exploit, plus grand celui-là, de remporter la finale et la coupe qui va avec, face au Mali. C'est l'euphorie partout en RDC. À Kinshasa, les foules se préparent à accueillir les héros qui arrivent. Mais quelle déception! Les joueurs et le staff sont quasiment exfiltrés de l'aéroport et conduits à vive allure, escortés par des véhicules anti-émeutes jusqu'à un hôtel en centre-ville, où ils sont reçus par des officiels, des gens du pouvoir, privant les populations de ce moment de partage, de communion avec leurs idoles. Et la raison qui a été évoquée, c'est quoi? C'était pour la sécurité des athlètes. Mais ils ne sont pas en insécurité, parce que ces joueurs-là, que nous le sachions, sont issus justement de ces populations, des gens ordinaires, des Congolais lambda. Certains d'ailleurs auraient pu finir Chegué ou autres s'ils n'avaient pas eu ce talent, et qui les a sortis en fait du lot. Alors c'est des personnes qui sont en parfaite communion avec ces populations. Prétendre que c'était pour leur sécurité ne tient pas la route. Donc la raison est ailleurs. Tout simplement, le pouvoir avait peur de ces attroupements-là, qui donnent maintenant l'occasion aux populations à chaque fois que cela leur est donné, de scander justement ces messages de rappel, ces slogans, pour lui dire, écoutez, nous avons tout compris, l'heure de la fin est arrivée, n'osez surtout pas prétendre à un troisième mandat comme vous le rêvez. J'ai vu dans l'info en ligne des Congolais de Belgique, la PARECO n'est pas pour le processus électoral actuel, mais pour l'évolution en 2016. Parce que vous l'avez dit, ça passe ou ça casse. Si vous prenez le pouvoir, ma première question est celle-ci, si vous prenez le pouvoir via la révolution,
Après combien de temps comptez-vous organiser les élections pour que le pays soit dirigé par des élus? Ma deuxième question, que ferez-vous de l'actuelle classe politique dont vous ne dites pas beaucoup de bien? Merci. Si on prenait le pouvoir, le peuple prendra le pouvoir. Et ce pouvoir que le peuple prendra le confiera à la Pareco, à son leader, pour que nous refondons ce pays. Comme je le disais, pour que ce pays soit mis sur les rails, il faut le refonder. Qu'est-ce qu'on fera de la classe politique actuelle? Non, mais on ne fera rien de la classe politique actuelle. Notre combat est dialectique, notre combat est politique, notre combat est celui de l'éveil patriotique, notre combat est celui de la prise de conscience, notre combat est celui de la responsabilité des uns et des autres. Il faut aimer ces pays. Nous pataugeons depuis 50 ans. Cette classe politique sera déclassée d'elle-même, elle va se déclasser d'elle-même. Quelle justification elle pourra donner à ce peuple? Vous savez, le peuple a le bon sens. Le peuple comprend. Aujourd'hui, le peuple congolais a atteint une maturité politique. Plus rien ne sera comme avant. Ça, j'en suis convaincu. Nous en sommes convaincus au sein de la Pareco. La République, demain, sera la plus boucle de tous, mais avec un sens de responsabilité, avec un sens de discipline et de sanction. Celui qui a fauté, il sera sanctionné. Les sanctions peuvent être disciplinaires, les sanctions peuvent être judiciaires, les sanctions peuvent être aussi politiques. Le peuple a la capacité de mettre à banc, de collabos, de complices, des traîtres. Nous n'avons pas besoin, nous, la Pareco, d'indexer les gens. Nous tenons un discours responsable. Mais qu'est-ce que nous ferons dès la prise de pouvoir pour envisager éventuellement les élections, etc. Nous le ferons de commun accord avec l'ensemble des Congolais, avec la population. Nous allons signer un pacte, conclure un pacte républicain qui englobera toutes les forces pour voir qu'est-ce que nous devons faire, dans quel timing les choses peuvent se dérouler. Mais je voudrais d'abord vous rappeler certains préalables. Ces préalables, relèvent de la situation actuelle du Congo. Nous devons nous permettre, comme préalable, la mise sur pied d'une armée capable de défendre la nation, de protéger nos frontières, de protéger nos populations. C'est un préalable incontournable pour arrêter le velléité de certains pays voisins africains. Et comme vous le savez, c'est le deuxième préalable, nous avons une crise identitaire au Congo. Aujourd'hui, quiconque peut arriver au Congo le matin et à midi, il s'autoproclame congolais, eh ben, ça passe. Nous devons faire une opération d'identification de nationaux et protéger, par voie de conséquent, les étrangers qui se trouvent sur notre territoire en leur délivrant des cartes d'identité étrangères. C'est un préalable. Voilà. Pour le reste, je pense que le Congo appartient à tout le monde. Nous allons travailler avec tout le monde, avec les Congolais et tous ceux qui aiment le Congo. Voilà. Timing. Mais on ne va pas décider d'autorité. On ne va pas décider d'autorité, je ne pourrais pas vous dire, ça sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Je ne pourrais pas vous les dire. On ne va pas décider d'autorité. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, vous venez de suivre les communications de la direction de la Pareco par rapport aux enjeux de l'heure. 2016, ça passe,
ou ça casse. Et à présent, suivez quelques interviews et points de vue des gens qui étaient dans la salle. Madame Candido Okeke, vous êtes directrice de cabinet du président de l'APARECO. Après 10 ans d'existence, vous pouvez affirmer devant nos lecteurs et nos téléspectateurs que l'APARECO est aujourd'hui prête à prendre le pouvoir au Congo. L'APARECO se prépare depuis le départ, depuis sa création, à prendre ses responsabilités à tous les niveaux. Sinon, la création de notre mouvement n'avait pas de sens. Nous voulons défendre notre pays, mais défendre notre pays, ça veut dire prendre soin de ce pays. Et pour ça, s'il faut aller effectivement jusqu'à prendre le pouvoir, nous sommes prêts à y aller. Évidemment, la première étape, c'est de libérer ce pays. Contrairement à beaucoup de mouvements politiques, etc., nous, la priorité, l'objectif premier, ce n'est pas seulement d'aller présider le pays, etc. Il faut d'abord libérer le pays. Avant de parler d'élections, etc., il faut d'abord libérer le pays. Et ce qu'on constate souvent dans le discours des uns et des autres, c'est qu'ils ne pensent qu'à la gouvernance du pays, mais il y a une grosse épine que nous avons dans le pied, qui est l'occupation. Comment on y met un terme? Là, vous n'entendez plus personne. Donc voilà, nous sommes prêts non seulement à libérer d'abord le pays, et ensuite, pour protéger ce pays, s'il faut, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Et évidemment, comme nous sommes des personnes responsables, nous nous sommes préparés en conséquence dès la première minute de la création de l'APARECO. La RD Congo, notre pays, compte 70 millions d'habitants au moins. Et vous pouvez évaluer à quel pourcentage le nombre de la population qui a pris conscience de cela grâce à vous. Grâce à l'APARECO, je vais dire. Écoutez, si je peux vous donner par exemple un indice, puisque la clé du problème aujourd'hui, c'est l'occupation. C'est-à-dire la présence de troupes étrangères, le fait que nos institutions, que la RDC a perdu toute souveraineté. Aujourd'hui, ça se manifeste par quoi? Il y a une clé de voûte à tout ça qui s'appelle Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Que vous allez à l'est du pays, à l'ouest du pays, du nord au sud, vous trouvez des Congolais qui vous disent que c'est un Rwandais qui est à la tête du pays et qu'il faut le chasser. En d'autres termes, mais écoutez, je ne sais pas, je crois qu'on est au moins à 80% des Congolais qui ont compris que celui qui était à la tête du pays est un Rwandais et qui nous a amené un système qui lui permet de continuer à rester à la tête du pays parce qu'il est là pour d'autres intérêts. Donc, je vais vous donner un pourcentage, il faudrait évidemment faire peut-être un sondage, etc. Je ne peux pas m'avancer là-dessus, ce serait un peu hasardeux, mais je vous donne un indice. Je pense que la première étape pour nous, c'était déjà ça, la prise de conscience. Moi, j'en sais quelque chose, puisque quand je suis arrivée à côté du président de l'APARECO, il m'avait fait un schéma dans son bureau en me disant, voilà, il m'avait donné une date, une période en tout cas en disant voilà, l'une des premières étapes à laquelle nous devons arriver, c'est que tout le monde prenne conscience d'abord que celui qui est à la tête du pays, c'est un imposteur. Et nous avons largement réussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui l'appellent Kanambe, si vous leur demandez d'où vient ce nom, ils vont peut-être même pas le savoir, mais la personne qui a produit un document où on voyait clairement la signature de ce monsieur qui signait Hippolyte Kanambe, c'est le président de l'APARECO. Donc voilà, je pense que là-dessus, on a fait un gros travail et on a atteint beaucoup de personnes, effectivement. Et votre mot pour le Congo et pour cette année 2016, votre dernier mot? Le dernier mot, c'est le slogan de l'APARECO, nous n'avons pas de délai. Notre délai, c'est la victoire. Et la force de l'APARECO, c'est que nous avons toujours défendu la vérité. Et là-dessus, aujourd'hui, nous constatons que tout le monde est en train de nous rejoindre. Alors, ce que je demande à tous nos compatriotes, c'est peut-être d'arrêter d'aller vers ceux qui n'ont fait que tâtonner depuis le départ. Qu'on donne la chance au président de l'APARECO de finir le combat qu'il a mené, parce qu'il est le seul aujourd'hui à avoir fait un diagnostic clair, un diagnostic qui s'avère vrai. Et partant de là, vu la longueur d'avance qu'il a eue sur la plupart de tous nos leaders politiques, la moindre de choses, c'est, en tout cas pour les personnes qui comprennent quand même que celui qui sait où il va, c'est quand même celui qui peut mieux vous mener là où vous voulez aller avec lui. Donc voilà, il faut remettre, un peu rendre à César ce qui est à César, façon de parler. Je ne dis pas que le Congo lui appartient, mais je pense que dans la vision, dans la lecture de la problématique de la RDC, c'est le seul qui était dans le vrai.
Et les événements lui donnent raison, même si les gens ne veulent pas le reconnaître. Mais la population le sait aujourd'hui et je lui demande au moins de faire confiance à la personne qui a toujours dit la vérité aux Congolais et qui continue à se battre pour ça. Madame Candide Okeke, nous vous remercions. Je vous en prie. Monsieur Blaise Voulaboko, vous êtes de la Pareco, vous avez assisté à une conférence donnée par la direction de votre alliance. Quelles sont vos impressions après cette conférence? Mes impressions sont naturellement positives au regard des interventions des élocuteurs de tout à l'heure. Mais en tout, je vais résumer en une phrase, c'est que d'abord il faut relever que le pays est occupé, la population civile en paye le prix lourd tribut. Et il faut relever que, en plus de l'occupation du pays, il y a nos populations qui sont en train d'être massacrées par millions. Il y a des milliers de femmes qui sont violées tous les jours dans le pays. Et tout ça au vu au sud du gouvernement ou du régime d'occupation dirigé par Hippolyte Kanambe, dit Joseph Kabila. Donc je pense que les résolutions qui ont été prises tout à l'heure, celles d'intensifier la mobilisation notamment, vont dans le bon sens, dans ce sens qu'il faut que la population comprenne que la lutte que nous menons, le message que nous leur passons, n'est pas pour l'intérêt personnel de M. Honoré Ngwanda, ni pour celui de la Pareco, mais c'est pour la population tout entière. Voilà, c'est pourquoi nous leur demandons toujours d'être à l'écoute et de se prendre en charge, dans ce sens que c'est eux, c'est nous qui allons faire partie de ce régime pour que la vraie démocratie puisse régner dans le pays. Alors pour les élections, j'ai aussi retenu une chose, c'est qu'effectivement on ne peut pas libérer un pays à travers les élections, d'autant plus que l'occupant ne voudra jamais qu'il y ait des élections réellement démocratiques et transparentes, de peur qu'il ne parte, qu'il ne libère le pays, parce qu'il sait très bien qu'il est minoritaire, qu'il est haï de toute la population. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit que les élections, le dialogue, tout ça ne nous amènera à rien. C'est une impasse de plus que nous sommes en train de chercher et que nous lançons un appel vibrant à la population congolaise pour qu'elle se lève et qu'elle fasse partir justement l'occupant rwandais qui nous assujettit. Merci. Est-ce que vous pouvez nous assurer que vous avez de bons relais au pays, parce que finalement c'est au pays que ça va changer, pas ici en Europe? Oui, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le vice-président, les relais existent, mais comme vous savez, nous avons en face un régime d'occupation, un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui n'est pas prêt à recevoir notre message parce qu'il sait que notre message appelle au soulèvement populaire et que si la population se soulève, c'est contre lui, le régime en place, qu'il va diriger, auquel la population va diriger sa colère. Alors aujourd'hui, nous avons des réseaux, effectivement, mais nous ne pouvons pas les dévoiler, comme l'a dit le vice-président. Mais ils sont là, ils existent, ils opèrent en clandestinité. C'est ça. Ok, nous vous remercions beaucoup. Merci bien, monsieur. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, c'était la conférence de presse donnée par la Pareco ce 17 février 2016 à Bruxelles, dans un reportage de Cheikh Fita et Gérard Kanabassao. Et rendez-vous à la prochaine occasion.